de l'ESJ Paris, la plus ancienne école de journalisme au monde. Il va vous raconter l'histoire de cette école et ce qui l'a mené jusqu'à ce poste, après une carrière de journalisme. L'objectif de cette rencontre, qui va durer 1 heure chrono, c'est à la fois d'échanger sur les carrières possibles aujourd'hui. Alors on a, en prenant l'ascenseur et puis un peu avant, avec quelques étudiants, on a initié les débats, mais on va essayer de tout reprendre, c'est-à-dire toutes vos questions, euh, l'évolution de ce métier, comment l'appréhender aujourd'hui, voilà, où sont les opportunités, est-ce que vouloir devenir journaliste suppose d'être précaire et pigiste pendant 10 ans en sortie d'école, etc. Toutes les questions que vous pouvez vous poser, on va essayer d'y répondre. Et puis, je vous invite voilà, vraiment à participer. Ce que je veux dire, c'est que cette école, le SJ Paris, eh bien, elle a un projet qui est très intéressant, et ça, je laisserai Emmanuel en parler. Mais il y a une communauté d'esprit avec ce que vous pouvez connaître ici. Ici, on le vit, pour la plupart d'entre vous, vous êtes en licence, il y a peut-être des masters aussi. Dans les disciplines universitaires, cet esprit critique, cette façon de penser par soi-même, eh ben, vous le retrouverez à l'ESJ Paris, qui est un projet qui se rapproche de nous, mais avec vraiment la vocation de faire former demain ceux qui seront journalistes, qui seront des patrons de presse, qui seront des producteurs, des influenceurs, voilà, et qui toucheront à tous ces métiers autour de l'opinion et de l'information. Voilà, je vous cède la parole, Emmanuel. Merci beaucoup. Vous ne voulez pas vous rapprocher et venir vous regrouper devant. Je ne vous commande pas, mais si vous avez la gentillesse, ce sera tellement plus simple. Parce que là, j'ai l'impression d'être obligé de balayer complètement. Et puis plus vous êtes proche, plus on va pouvoir discuter. Puisque évidemment, on va tâcher d'être sur le ton de la conversation. Et je vais laisser le maximum de temps possible pour vous laisser me poser des questions. C'est très gentil, merci. Parce que vu d'ici, c'est impressionnant d'avoir du monde un peu partout. C'est marrant de voir d'ailleurs une phrase de Charles Péguy, qui est très jolie, je ne la connaissais pas. Il y a quelque chose de pire que d'avoir une mauvaise pensée, c'est d'avoir une pensée toute faite. Donc ça pourrait quasiment être la devise de l'école. Et tout à fait pour l'anecdote, Charles Péguy, donc, merci de rappeler que effectivement l'école supérieure de journalisme de Paris est la plus ancienne école de journalisme au monde. Voilà, elle a été créée en 1899. Je vous raconterai pourquoi dans un instant. Mais il se trouve que Charles Péguy était très proche des enseignants de l'école supérieure de journalisme et il y allait tous les jours. Il habitait juste à côté. Dans le premier siège de l'ESJ était rue de la Sorbonne. Il était juste à côté et il donnait pas de cours, mais il venait rendre visite parce qu'il adorait la fondatrice de l'école, qui était une intellectuelle qui s'appelait Jeanne Weil, qui écrivait sous un pseudo, Dick May, qui avait créé cette école, notamment avec Émile Durkheim, qui doit vous dire quelque chose, le créateur de la sociologie moderne. Beaucoup d'autres grands noms qui sont passés pour enseigner. Et Peggy, qui venait quasiment tous les jours et qui participait au débat sans forcément donner d'enseignement. Mais voilà. Et ça ressemble beaucoup, en tout cas, à ce que l'on veut faire et à ce que l'école a toujours voulu faire. Je reviendrai sur l'ESJ dans un instant. Je vous fais un nano CV, juste pour que vous sachiez qui est sur cette petite estrade pour vous parler. Moi, je suis un vieux journaliste, donc on vient d'avoir le débat avec les membres des associations. Je suis issu des médias ultra classiques. J'ai démarré il y a 30 ans à TF1, où j'ai été reporter pendant 13 ans, où je couvrais essentiellement des conflits. Donc je suis reporter de guerre, comme on dit. Où j'ai débuté à la fin de la Bosnie. J'ai fait à peu près tous les conflits qui ont émaillé l'histoire contemporaine. Ils sont nombreux, hélas. Les hommes ont toujours la mauvaise idée de se faire la guerre, donc le Kosovo, l'Afghanistan, l'Irak, etc., etc. Après, j'ai poursuivi avec des postes plus assis, où j'étais rédacteur en chef, notamment de Dimanche Plus, qui était une émission de politique sur Canal, et j'ai fait partie des créateurs d'une émission que vous connaissez peut-être, qui s'appelle 28 minutes sur Arte, qui existe encore aujourd'hui, et que j'ai dirigée au début, avec une femme qui est absolument géniale, Elisabeth Quint, qui est pour moi la meilleure présentatrice
du PAF. Voilà. Et il y a quelques années, j'ai créé ma société, ce qui m'a permis de mener de front plusieurs activités, beaucoup d'enseignement de journalisme, en l'occurrence dans mon école d'origine, qui est le Centre de formation des journalistes de Paris, de la production et de la réalisation de documentaires, que je vendais un petit peu à toutes les chaînes. Ça m'a permis d'écrire des livres aussi. J'ai écrit un livre sur la désinformation, qui est un sujet extraordinairement important aujourd'hui, qu'on va aborder d'une façon ou d'une autre à l'USJ à partir de l'an prochain. Et puis beaucoup de présentations, puisque je suis revenu à mes premières amours, c'est-à-dire à LCI, où j'étais jusqu'à une période très récente, puisque j'ai abandonné au moment où j'ai été nommé à l'USJ. J'étais présentateur sur LCI de la tranche 18h-20h de fin de semaine, qui est la tranche qu'a David Pujadas du lundi au jeudi. Voilà. Et en effet, et je vous laisserai ensuite bien évidemment la parole, on m'a contacté ça fait 3 mois, je crois, que je suis DG de l'ESJ Paris, en me disant, c'était avant la vente, quelques heures avant la vente, j'ignorais complètement que l'école supérieure de journalisme allait être vendue, en me disant quelle est l'école de tes rêves. Et donc j'ai déroulé, ça s'est vraiment passé comme ça, j'ai déroulé l'école de mes rêves en disant je suis peut-être devenu un vieux con, c'est sûr, mais je trouve qu'il y a aujourd'hui dans le monde du journalisme des lacunes, des trous dans la raquette, des choses qui me gênent, des choses qui gênent tout le monde d'ailleurs, des défauts de culture générale, des défauts d'expression française, des fautes d'orthographe, des lacunes en géopolitique, en économie, etc. Et donc moi je ferai tatati tatata. On m'a dit bah écoute voilà, on rachète une école et on a envie de faire exactement ça. Donc si ça t'intéresse de la diriger, tu es le bienvenu. Donc l'ESJ a été racheté, vous l'avez peut-être lu dans la presse, par un consortium d'actionnaires qui est intéressant, important, puisqu'il représente quasiment 80% de la presse privée aujourd'hui enfin, en France, donc qui va de Bernard Arnault à celui qui est le plus commenté, Bolloré, mais en passant par les Dassault, en passant par Banijé, qui est la plus grande société de production audiovisuelle aujourd'hui dans le monde, Rodolphe Saadé. Donc il y a une douzaine d'actionnaires comme ça qui offrent des perspectives intéressantes. D'abord des débouchés professionnels intéressants, un esprit intéressant, et puis un soutien très important à cette école qui va être, et je vous le résume en quelques mots, une école normale de journalisme, bien entendu, mais dans laquelle on va renforcer singulièrement les connaissances fondamentales pour justement compenser ces lacunes dont je vous parlais à l'instant. Sachant qu'on a la chance d'avoir deux choses différentes. D'abord un bachelor, donc post-bac, bachelor 1, 2, 3, qui va perdurer, je pense même croître et embellir à partir de la rentrée prochaine. Et puis ensuite l'école elle-même qui est à partir du niveau master, donc master 1, master 2, comme c'est le cas pratiquement dans toutes les écoles, sauf les formations courtes de type IUT. Dans le bachelor, il va y avoir une formation généraliste, très axée bien sûr sur le monde de la presse, et en première année ultra dense intellectuellement. Je pense que la première année sera un petit peu comme une première année de médecine, où on va nourrir les étudiants le plus possible. Et à partir de la deuxième année, il y aura évidemment une dominante qui sera le journalisme, ça c'est évident, mais on va s'ouvrir aussi à d'autres métiers connexes, que ce soit les métiers de la production audiovisuelle, j'en parlais, comme on a Banijé, que ce soit des métiers du digital, enfin, ou du journalisme digital, ou de l'expression, ou de la communication digitale, la communication. Et voilà, et on va créer des petites mineurs comme ça qui permettront aussi de s'orienter parfois, parce qu'il y a aussi beaucoup de débouchés, vers d'autres univers qui sont proches du monde de l'information, sans en faire exactement partie. Et puis après, bien sûr, à partir du master, là, c'est l'école elle-même, hein, donc qui fonctionnera comme le CFJ ou comme le SJ Lille ou d'autres, où on rentre avec une assez forte sélection et
où on a un cursus généraliste en première année et plus spécialisé à partir de la deuxième année. Voilà. On va aussi essayer de donner, d'apporter des choses sur lesquelles on planche énormément en ce moment. Il y aura par exemple chaque semaine, le mardi, une conférence avec un grand nom du monde de la presse ou des idées ou de l'entreprise d'ailleurs qui viendront. Ça fera partie du cursus. Les étudiants documenteront. Par exemple, la première qui viendra, c'est Anne-Claire Coudray, la présentatrice des journaux de TF1 le week-end, mais il y aura des grands penseurs comme Philippe Kelkraut, il y aura des grands patrons de presse, des grands éditorialistes comme François-Olivier Gisbert, enfin des personnalités comme ça importantes et qui feront partie du cursus, qui viendront nourrir les étudiants. Les étudiants travailleront dessus. Chaque semaine, on aura une revue de presse obligatoire en fin de semaine qui nous permettra d'approfondir l'actualité de la semaine. On va aussi faire une sorte de jeu de rôle à partir de la première année de bachelor où on demandera par groupe de 5 aux étudiants de créer leur propre entreprise de presse, leur propre média. Grande liberté, supervisé par des professionnels comme mon adjoint, puisque j'ai comme adjoint Bernard de la Villardière, qui lui-même est un formidable entrepreneur, parce qu'il a créé Réel Média, je ne sais pas si vous regardez ça de temps en temps, et donc supervisé par des professionnels. Les groupes d'étudiants auront comme jeu, mais c'est un jeu qui sera évidemment très, très sérieux, de monter un projet. Un projet, peu importe de quoi, hein, d'ailleurs, de journal papier, de pure player, de télé, de podcast, puisqu'on a beaucoup parlé de podcast tout à l'heure, avec Radio ICES. Et à la fin, avec un jury, on conservera d'une année sur l'autre le meilleur projet ou les 2 meilleurs projets pour essayer, même, pourquoi pas, rêvons un peu, ensuite de lancer à la fin du cycle d'études certains projets parmi les plus intéressants. On aura la possibilité de drainer pas mal de monde. Ça va être un peu qui veut être mon associé, mais on pourra faire venir des gens qui aussi jugeront, commenteront et pourquoi pas se lanceront dans l'aventure. Donc voilà, un petit peu l'esprit de l'école et la façon dont on voit son évolution dans les temps à venir. Mais je parle trop, donc je m'arrête et commençons l'échange, si vous le voulez bien. Enfin, oui, c'est pas du jeu, hein, parce que on était ensemble là pendant une heure. Oui, je regarde le chronomètre, que si on a 1 heure pétante, effectivement, je préfère qu'il y ait, comme ça va être le cas, 40 minutes d'échange plutôt qu'un long monologue. Alors, c'est une question que j'ai fait exprès de ne pas vous poser quand on était là-haut, lors de la salle de réunion. Bravo. Comment se passe le concours pour entrer dans cette école ? Comment va-t-il se passer ? Parce que jusqu'à maintenant, il n'y en avait pas, en gros. Le SJ Paris, qui a connu des décennies très fastes et des heures de gloire importantes, depuis quelques années, était tombé un peu en capilotade. Donc le niveau de sélection était très faible. Sur l'année 1, donc là, moi j'ai déjà des dizaines de candidatures pour entrer dans l'école, donc pour le niveau master. Donc on va faire un système très simple. On va faire une présélection déjà en faisant un entretien en visio avec un questionnaire CV, enfin le truc très classique, qui ouvrira pour les meilleurs dossiers à une admissibilité, où là on aura une double épreuve toute simple qui sera de nous rapporter un reportage sur une question qu'on aura prédéterminée avec le candidat, et ensuite un entretien de motivation. Pour l'année 1, on va le faire simple comme ça. Je pense que dès l'année 2, on organisera un concours un peu plus important qui gardera à peu près les mêmes fondamentaux, mais où on aura un dossier de sélection à la base qui sera plus large, un peu comme fait le CFJ ou comme fait le SJ Lille, et ensuite plus d'épreuves au moment de l'admission.
et peut-être plus d'épreuves notamment tournées autour de l'actualité, parce que cette année, on le fera un peu dans l'entretien final, mais je pense qu'on aura une épreuve spécifique sur l'actualité. Voilà comment on va faire. Et pour le bachelor, quel que soit le niveau, hein, d'ailleurs, parce que on va accueillir en bachelor 2 ou 3 des gens qui viennent d'autres formations. Là, ça se fait première sélection sur dossier et ensuite seulement un entretien. Voilà. Merci beaucoup. Moi, je vais vous reposer la question de tout à l'heure. Quels sont pour vous les atouts primordiaux et les compétences nécessaires pour rentrer en école de journalisme? Bon, je défonce même une porte ouverte. Évidemment, la curiosité doit être le moteur absolu du futur journaliste, du journaliste tout court. C'est même pas seulement un moteur, c'est une nécessité. Si vous n'êtes pas curieux, quelqu'un qui n'est pas curieux se fourvoie en rentrant dans le journalisme, parce que dans le fond, il va passer une vie de martyr ensuite, puisque le principe même du journalisme, c'est que chaque jour, vous ne savez pas ce que vous allez faire et vous allez découvrir un nouveau sujet. C'est moi ce qui m'a beaucoup attiré dans ce métier, c'est de me dire je ne fais jamais deux fois vraiment la même chose. Je vais avoir des interlocuteurs formidables qui vont m'apprendre plein de choses. C'est la curiosité. Si c'était le seul atout, tout le monde, enfin tout le monde, non, tout le monde n'est pas curieux, mais beaucoup de gens deviendraient journalistes. Aujourd'hui, plus que jamais, et ça va rejoindre la discussion qu'on avait là-haut, les journalistes doivent être armés d'une culture générale à l'épreuve des balles. Aujourd'hui, ce qui fait défaut souvent aux jeunes journalistes, c'est une culture générale. Parce que la culture générale va permettre d'éviter justement les pensées toutes faites et va permettre d'avoir un recul critique qui est un élément indispensable du journalisme. Le journalisme est une espèce de paradoxe parce que vous devez être, quand vous allez notamment sur le terrain, et le terrain est fondamental, on y reviendra, vous devez être en empathie avec ce qui se passe, bien sûr, vous devez être une sorte de buvard, vous laisser traverser par les événements, c'est indispensable. Et en même temps, il y a presque une dimension schizophrénique, il faut au moment de la restitution prendre de la distance et avoir un recul critique. C'est fondamental pour un journaliste. Je me souviens d'une journaliste qui était dans mon service et qui avait pleuré à l'antenne en duplex. Je comprends, elle était émue et je l'avais engueulée ensuite. Ce qu'elle avait évidemment très mal pris en disant tu n'as pas le droit. Je comprends que tu sois tourneboulé et bousculé, mais ça n'est pas ton métier. C'est précisément de prendre du recul critique. Et si toi tu pleures alors que tu n'es que de passage sur une catastrophe naturelle, elle couvre une catastrophe naturelle, si toi tu pleures, tu voles les larmes des gens qui sont réellement dans la souffrance, parce que toi dans 8 jours tu seras rentré chez toi. Et donc voilà. Et donc c'est cette culture générale à l'épreuve des balles, je le redis, l'empathie, la curiosité, ça tombe sous le sens, et la capacité d'avoir un recul critique derrière dans la restitution. Parce qu'aujourd'hui, ce qui fait l'avenir du journalisme, on l'évoquait également là-haut, c'est que il va y avoir, je pense, un retour très fort de la nécessité d'un acteur loyal dans la société qui est là, non pas pour donner son avis et élucubrer du matin au soir, mais pour tenter d'apporter, c'est une forme je crois, fondamentale de la vie en société, des éléments de connaissance pour tout le monde. Donc, il faut du recul critique. L'ère post-vérité, en principe, dans le journalisme, elle ne doit pas s'appliquer. Toujours les mêmes. Hein. Toujours les mêmes, effectivement. Quel regard portez-vous sur l'impact de l'intelligence artificielle sur le métier du journalisme? Est-ce une opportunité, un risque, ou alors ou les deux? Les deux. Non, mais par essence. Mais c'est pour n'importe quel secteur, parce qu'il n'y a pas que le journalisme qui est concerné, c'est à la fois une opportunité et un risque. Et je crois que, comme pour tous les autres secteurs, le risque, c'est que ça dévaste les pans qui sont les plus fragiles et que ça serve en revanche d'accélérateur aux pans qui sont les moins fragiles. Je m'explique. Aujourd'hui, un média qui est en
en situation quasi déficitaire va vouloir utiliser l'intelligence artificielle pour de mauvaises raisons. Ça a commencé d'ailleurs. Prisma a annoncé, ils l'ont annoncé d'ailleurs, ils ne se cachent pas derrière leur petit doigt, hein, qu'ils allaient remplacer un certain nombre de postes de journalistes pour des publications mineures et que les articles seraient entièrement écrits par l'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce qu'on est sur des journaux qui sont en train de lentement mourir et l'IA va accompagner cette... et je pense que l'IA ne fera aucun bien parce que ce n'est pas ce qui va relancer les ventes des titres en question. Donc sur des corps fragiles, l'IA va être fatale. J'en suis à peu près sûr. Sur des corps solides, l'IA va au contraire avoir le bénéfice qu'on attend tous. Alors, je trouve qu'on commence à l'attendre depuis assez longtemps, le bénéfice de l'IA. Mais le bénéfice qui va être d'accompagner, d'augmenter, pardon, j'ai horreur de ce verbe, mais d'augmenter le travail de certains journalistes. Et je suis persuadé qu'il peut y avoir des utilisations ultra vertueuses de l'IA dans le journalisme. Je vais donner un exemple. Ça n'a pas été fait, je le regrette et je suis sûr que ce sera fait un jour. Moi, j'étais donc présentateur sur LCI, avec parfois des tranches très longues, enfin pas parfois d'ailleurs, c'était toujours des tranches très longues, 2 heures, beaucoup d'invités, et très régulièrement, même si sur LCI, ce n'est pas la spécialité, mais très régulièrement, j'avais des hommes politiques en plateau. Les hommes politiques, vous le savez, sont spécialisés dans le moment où ils se lèvent, la main sur le cœur, en disant quoi, comment, mais vous savez très bien que 17% etc. On a beau travailler en face et essayer de connaître un petit peu les dossiers, on n'a pas toujours la capacité à fact-checker quelque chose qui vient de nous être balancé à la figure comme ça. Ce qui d'ailleurs explique que parfois on laisse passer des choses. Moi j'avais proposé à LCI, et c'est un débat qui devra être mené, de mettre au point une IA simple, capable de vérifier instantanément, enfin je veux dire, c'est presque maintenant devenu une évidence, les affirmations et de pouvoir les corriger en direct si à un moment, celui qui se lève la main sur le cœur en disant 17%, c'est pas du tout 17%, c'est 8%, et qu'on puisse réagir immédiatement. LCI et d'autres ont pour l'instant complètement refusé le truc. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, ça va montrer que, je caricature, ça va montrer que les journalistes sont nuls et qu'ils n'ont pas assez potassé leur dossier. Ils ont tort, parce que je crois qu'au contraire, ça peut être une aide extrêmement précieuse. Voilà. Donc pour finir de répondre à la question, ça va accélérer la chute de certains et je crois que ça va permettre de renforcer le travail d'autres. Et les secteurs qui se portent bien, contrairement à une idée reçue, je discutais avec des gens d'Avas, par exemple. Je disais à un patron d'Avas, je disais, mais tes créatifs, ils vont tous disparaître. Il me dit, mais tu ne peux pas imaginer, on n'arrête pas d'embaucher. Et donc, on produit de plus en plus avec de l'IA et on embauche de plus en plus parce que l'IA est devenue une aide tellement dingo pour les créatifs qu'on continue à en embaucher parce qu'on crée de la valeur avec ça. Et ce sera dans notre secteur comme dans les autres secteurs. Mais donc, pour le dire autrement, il vaut mieux être dans un média un peu solide là en ce moment. Les petits, ça va être compliqué. Moi, je voulais vous poser une question plus sur votre carrière. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre métier de reporter et quels étaient les avantages et les inconvénients, s'il vous plaît? Je vois pas d'inconvénients. J'ai tellement aimé cette période que les larmes me montraient presque aux yeux en y repensant, parce que j'ai l'impression d'avoir une chance absolument invraisemblable d'être rémunéré pour faire des choses pour lesquelles j'aurais payé si j'en avais eu les moyens. L'idée d'être catapulté sur un événement de grande envergure parfois, ou même de petite envergure, hein, parce qu'il faut surtout pas avoir de snobisme, mais le fait de pouvoir aller assister à plein de choses, être un témoin. J'ai essayé d'être le plus objectif et vigilant possible de choses qui se passent, parfois dramatiques comme les conflits, parfois moins dramatiques. Heureusement, on ne couvre pas que des horreurs. Ça a été une vie merveilleuse. Alors, il y a une forme de contrainte parce que tu es sur la route 6 mois par an. Donc, tu vis toujours avec ton sac à côté. Bon, c'est chouette, quoi. C'est chouette. Parfois, c'était même dur de rentrer.
Et j'ai adoré ce moment-là où, en plus, je crois, euh, sans la moindre arrogance, que je me sentais un peu utile. Enfin, quand on fait certains reportages sont utiles et ont un résultat. Et on se dit, tiens, c'est une toute petite pierre, mais on a quand même contribué à montrer, à alerter les gens sur certaines choses. Et ça a parfois changé un peu des situations. J'avais fait un 26 minutes, par exemple, c'est un exemple, mais pour Envoyé spécial, sur la pandémie de sida dans un tout petit pays que vous connaissez peut-être pas, qui s'appelle le Swaziland, qui d'ailleurs a été rebaptisé, j'ai même plus le nouveau nom en tête, qui était la seule monarchie absolue d'Afrique, pratiquant la polygamie, à l'instar du roi, qui lui-même avait, quand j'avais fait le tournage, 13 ou 14 femmes. Et du coup, le taux de prévalence du VIH là-bas était le plus important du monde. Et la population Swazi baissait chaque année, ce qui est invraisemblable parce qu'il y avait un taux de fécondité dans le pays qui était énorme et pourtant la population baissait. C'est-à-dire que je crois qu'il y avait 25 ou 30% des adultes qui étaient atteints du sida. Et personne ne faisait rien. Et on est allé faire ce reportage. On a même interviewé le roi. On a été, je crois, les premiers et les derniers à interviewer le roi, mais puisque on ne nous avait pas autorisé, mais enfin on a bricolé 2 ou 3 astuces pour se retrouver en face de lui, et on l'a interviewé. Et ce reportage ensuite a été revendu partout dans le monde. Et il a été beaucoup, c'est pas le seul élément, hein, mais il a été beaucoup poussé par les ONG qui évidemment venaient faire de la prévention dans ce pays. Et ça a été une petite pierre, mais quand même une pierre pour une prise de conscience dans le pays. Ils ont totalement changé leurs mesures sanitaires 2 ou 3 ans plus tard. Et aujourd'hui, le sida n'est pas vaincu, mais ils ont un taux de prévalence qui est à peu près le même que dans les pays voisins. Bon, ben, on se dit, tiens, après tout, l'interview que j'ai faite de ce roi, qui s'appelle Mzwati III, au milieu de ses 14 femmes, avec ses plumes, etc., a contribué à ça. C'est sûr, parce qu'elle a été reprise partout. Parce qu'il a quand même eu l'extrême élégance de me dire que lui, quand il se mariait avec une nouvelle femme, bah, il faisait comme on fait avec une voiture, on l'envoie au contrôle. Donc d'abord pour vérifier qu'elle n'est pas infectée, et ensuite, voilà. Et cette phrase-là a eu un certain succès, on va dire, pour réveiller les consciences et pour se dire qu'il fallait vraiment changer les choses. Voilà, donc ma vie de reporter, je l'ai tellement aimé que je ne vois pas beaucoup de défauts. Mais, pardon, peu importe mon cas particulier, ce qui est important, c'est que j'ai eu la chance d'aller sur le terrain. Voilà. Ce qui se perd beaucoup aujourd'hui dans certaines rédactions qui parfois manquent de moyens ou qui ont besoin d'aller vite, etc., c'est le terrain. Et la base, c'est le terrain. Et à l'USJ Paris, on tannera les étudiants pour leur dire le terrain, le terrain, le terrain, parce que c'est là que ça se passe. Et il y a aujourd'hui une facilité ou un réflexe qui est d'être beaucoup derrière son ordinateur, beaucoup avec ce filtre. Et non, parce que quand on arrive sur le terrain, on comprend bien mieux que derrière un ordinateur. Donc voilà. Oui. Alors le micro est là, mais ensuite il va vers voilà, il va vers vous. Comment? Je vous entends. Alors, mais non, si, parce que dans l'ordre, elle avait levé la main avant, mais ensuite, oui, bien sûr. Allez-y. Mais bien sûr. Ah oui, oui. Alors, moi, je crois vraiment que la formation de base, c'est la même, hein. Et ensuite, le mode d'exercice est différent. J'adore la locale, par exemple. J'adore la PQR. C'est extraordinaire. Quand j'étais gamin, quand j'avais 18-19 ans, j'ai fait mes premières armes au Dauphiné-Libéré à Grenoble, où je vivais. J'en garde des souvenirs émerveillés aussi. Une école, elle est là pour offrir les bonnes armes, pour ensuite décliner la pratique du journalisme, que ce soit à la locale des Sables d'Olonne ou sur un terrain de guerre. Le principe reste le même. Et je crois les valeurs d'origine, les réflexes professionnels sont tout à fait les mêmes. Et il n'y a pas de saut métier.
Il n'y a pas d'un côté, on va former des gens pour de la PQR et de l'autre pour aller barouder les cheveux au vent en Syrie ou ailleurs. Là où la question aurait pu être, où ma réponse aurait pu être différente, c'est, puisqu'on l'a abordé tout à l'heure, sur ensuite quelle porosité avec un monde de commentaires, un monde plus d'éditorialisme. Ça, une école de journalisme n'est pas faite pour ça, effectivement. Elle n'est pas faite pour créer des éditorialistes ou des militants. Tout à l'heure, je m'insurgeais contre ce mot, mais peut-être que je suis un vieux con, hein, mais ce mot de média citoyen. Un média est citoyen par essence. Et quand on a besoin de rajouter, de rajouter citoyen derrière, ça veut dire qu'on dit je prends la liberté de vous donner mon avis. Ce n'est pas le rôle d'un journaliste, me semble-t-il. Pour vous, quand on souhaite postuler un master pour du journalisme à l'ESJ, est-ce qu'il peut être intéressant d'avoir une alternance ou le contenu du master se suffit à lui-même? Ah non, alors très bonne question. On va, et toutes les grandes écoles le font là en ce moment, on va beaucoup faire d'alternance. On a déjà des demandes, des entreprises, enfin des rédactions qui sont nos partenaires et qui nous demandent de leur trouver des bons étudiants pour l'alternance. Je crois qu'aujourd'hui, c'est indispensable. Au CFJ, quand on a vu arriver ce mouvement d'alternants, moi, je faisais partie, donc c'est dire à quel point j'étais pas futé, je faisais partie de ceux qui disaient mais non, mais surtout pas, les apprentis, c'est naze, donc surtout pas. Et quand j'ai vu rapidement le niveau qu'avaient les apprentis au bout de quelques mois, j'ai revu ma copie, hein, parce que c'est extraordinairement stimulant pour des jeunes comme vous. Et de pouvoir avoir un pied dans une entreprise de presse et l'autre régulièrement à l'école, c'est génial. Donc, je ne fais pas de pensée magique, mais j'aimerais, moi, que sur les masters, on soit... Je regardais par exemple le CFJ, pardon, j'arrête pas de le citer, mais c'est mon ancienne école. Ils ont aujourd'hui 2 tiers d'apprentis et 1 tiers d'étudiants. Ce qui est bien. Et les étudiants font beaucoup de stages. Et les étudiants se nourrissent beaucoup de l'expérience des apprentis. Et puis bon, pour un étudiant, c'est aussi chouette de gagner un peu d'argent chaque mois pour un travail qui est bien fait. Donc oui, on va beaucoup stimuler ça, y compris d'ailleurs au niveau Bachelor 3, c'est-à-dire avant même le niveau Master. De ceux qui vont rentrer là, alors là, je ne peux me baser que sur les dossiers. Là, j'ai dû avoir déjà une quarantaine de candidatures. Alors, sachant qu'il y a 40 places et qu'il va encore y avoir beaucoup de candidatures. C'est beaucoup des gens qui viennent de sciences politiques en général, parfois un peu d'éco-gestion, et puis bien sûr histoire, lettres qui sont souvent très représentées. C'est souvent ça l'extraction. Mais beaucoup Sciences Po. Ah ben là, je pourrais te donner la réponse au mois de juin. Si on a 400 candidats et qu'on en garde 40, je te dirais 10%. Voilà. Oui, alors je crois que le premier bras se levait là, mais l'utile. C'est une très bonne question. Alors d'abord, on a tous les moyens de ne pas se laisser noyer, mais c'est vrai qu'on a de telles armes de débilitation massive sous les yeux qu'on peut rapidement se faire. Et je suis le premier à ouvrir Instagram et une demi-heure après, au 18e chat qui est tombé du toit, à me dire mais qu'est-ce que je suis en train de faire. Donc c'est une très bonne question. C'est d'ailleurs dans le petit bouquin que j'ai écrit sur la désinformation, c'est aujourd'hui l'arme la plus importante pour les désinformateurs, qui sont souvent des États, mais pas que. C'est précisément la
confusion, ce qu'on appelle l'infobésité, la confusion informationnelle. Les Russes, par exemple, qui sont des grands spécialistes de ça, aujourd'hui, ils n'essayent pas d'avoir la fake news que tout le monde va croire, parce qu'ils savent très bien que ça n'existe plus. En revanche, ils bombardent de plein d'informations contradictoires pour qu'on ait tous une forme de répulsion vis-à-vis de l'information. Donc, il y a plein d'informations inutiles. Il y en a toujours eu, sauf qu'avant, elles étaient cantonnées au café du commerce et au comptoir. Aujourd'hui, ceux qui faisaient les belles heures du café du commerce en racontant des carabistouilles, eh ben, ils ont, comme tout le monde, un téléphone portable et ils peuvent le faire publiquement. Donc c'est là qu'il y a une espèce de choc avec des millions d'informations inutiles. Je suis d'accord, si je comprends le filigrane de la question, avec l'idée qu'aujourd'hui, c'est une sacrée discipline pour bien s'informer. Nous, c'était fastoche. Hein. Moi, quand j'ai grandi, chez moi, il y avait Le Monde, Le Figaro, Le Dauphiné Libéré, puisque j'étais dans cette région-là. Et puis, le soir, on regardait le journal d'Antenne 2, à l'époque. Et donc, on avait une espèce de rendez-vous comme ça, qui était assez cohérent. Et c'était les informations qu'on recevait. On n'avait que ça, en fait. Là, aujourd'hui, effectivement, parfois, je me dis que je suis bien content de ne pas être de votre génération, parce que pour faire la part entre le bon grain et l'ivraie, et pour bien se nourrir en termes d'information, c'est pas tous les jours facile. Ouais. Mais bon, voilà. On n'empêchera jamais le flot de bêtises. Hein, ça. Et je pense qu'il a toujours existé. Sauf que là, il prend une ampleur qui est bien plus importante. Très bonne question aussi, parce que justement, je travaille à ce qui est des formations complémentaires, qui seront évidemment pas imposées, mais qui seront des possibilités. J'ai signé par exemple un partenariat avec l'IAE Sorbonne. Je ne sais pas si vous connaissez le système des IAE, c'est comme des écoles de commerce, mais qui sont au sein d'universités publiques. C'est très très bonne formation. Donc les instituts d'administration des entreprises. Donc l'IAE Sorbonne est, je crois, le meilleur en France. Enfin, c'est vraiment une formation très reconnue. Et donc, on met en place une double diplomation, Master 2, avec nos étudiants qui iront, ceux qui sont intéressés par l'idée de monter ensuite, par exemple, une entreprise de presse, ou qui sont intéressés par l'idée de monter une correspondance à l'étranger, donc qui auront besoin de connaître un peu les mécanismes de l'entreprise, ou tout simplement ceux qui sont intéressés par le monde de l'entreprise. Là, ce sera tous les mardis des cours du soir, contraignant, hein, parce que c'est du boulot. Hein, c'est pas, on ne peut pas y aller de façon nonchalante, mais tous les mardis, avec évidemment des choses à faire d'une semaine sur l'autre, des petites périodes intensives. Bon, mais à la fin, vous avez un double Master 2. Vous avez le diplôme de l'école, de l'ESJ, et vous avez un Master 2 de l'IAE Sorbonne. Et je pense que ça va être efficace. Donc moi, j'essaye, pour répondre à ta question, de mettre en place des choses comme ça. Les langues, c'est évident. Enfin, bon, il y aura dans l'enseignement qu'on aura évidemment l'anglais, qui aujourd'hui est indispensable pour tout, mais a fortiori pour le journalisme. Et tous ceux qui auront envie d'aller se former à côté sur une langue particulière seront invités à le faire. Bien entendu. Ça fait presque partie de la philosophie à la fois de l'école et puis du métier de journaliste. Donc c'est sûr. Si on me dit poterie ou je sais pas quoi, ou menuiserie, je dirais non. Mais là-dessus, bien sûr. Ouais. Oui. Tu voulais peut-être poser une question, non? Oui. Si tu avais ah bah non, mais comme il a déjà posé 47 questions, je les ai comptées hein, depuis 18 heures. Moi, je suis en licence d'histoire et je serais éventuellement intéressée par les métiers du journalisme, mais donc en lien avec ce prisme historique et par exemple tout ce qui est rédaction dans des journaux d'histoire. Est-ce que votre école, ça peut former à ça, puisqu'il y a moins un lien avec l'actualité, j'imagine? Alors, oui. Et là, c'est même un grand oui,
Parce que, double réponse, d'abord, dans nos actionnaires, on a la chance d'avoir les magazines d'histoire. Enfin, moi, je n'en connais que deux, l'Histoire et Historia, mais qui font partie et le Figaro Histoire. Donc bien sûr. Et là où la réponse est double, c'est que de toute façon, on en a beaucoup parlé tout à l'heure, on a envie d'être, nous, très forts sur, je vais employer un autre terme que l'histoire, mais tu vas voir que ça fait partie sur le patrimoine, d'une façon générale. L'histoire en faisant naturellement partie. Et on veut aussi, parce que on veut être une école qui sera parisienne, certes, mais pas parisianiste. Enfin, je le répète comme un mantra, mais le patrimoine, il a différentes facettes, dont la facette historique, mais ça peut être des cultures régionales, des cultures locales. Je vais essayer, moi, de signer des partenariats à plusieurs endroits en France pour justement déparisianiser la formation. Et bien entendu, l'histoire, je partage cet amour de l'histoire, j'en ai fait beaucoup dans mes études, on va essayer de la mettre en valeur, bien sûr. Et ça fait. Alors, cela dit, la question est vraiment très intéressante parce que, oui, un journaliste comme ça, on ne l'imagine pas forcément travaillant pour une revue d'histoire ou pour. Et bien, pourtant, il en faut, justement. Il faut des gens qui vont aussi. Il y a plein d'historiens brillantissimes qui sont capables d'avoir des productions très accessibles au grand public et formidables. Hein. Mais il faudra aussi des gens pour vulgariser, synthétiser, etc. Et donc, ouais, là, bienvenue à l'école si tu en as envie, pour creuser ce type de sillon. Ouais, ouais. Nous, c'est dans notre ADN, ça c'est sûr. Le côté patrimonial, il est vraiment dans notre ADN. On concocte une formation dont je ne peux pas vous parler, mais qui sera tout à fait exceptionnelle avec l'ICES. Enfin, suspense, mais vous verrez. Alors, du coup, non, mais oui, oui. Alors, Hugo Clément, qui est surtout intéressé par Hugo Clément, hein, quand même, d'une façon générale, mais l'ayant un peu côtoyé, ce garçon. Non. Enfin, oui et non. Mais mon premier mouvement, c'est de dire non. Non, moi, je vais peut-être choquer certains d'entre vous, mais je pense qu'Hugo Clément dessert la cause qu'il prétend servir. Parce que Hugo Clément est un répulsif pour plein de gens. Parce que qu'est-ce qu'on en a, pardon, à foutre de la vie d'Hugo Clément il le fait de façon plutôt maligne, il a beaucoup de charisme, il est intelligent. Enfin, je ne vais pas brûler Hugo Clément là en place publique, mais il agace plus qu'il informe. Alors, il a son club de fans qui de toute façon sera toujours fan et donc voilà. Et pour moi, Hugo Clément, c'est un faux engagement. Le vrai engagement, et là je vais donc répondre à la deuxième partie de la question, parce qu'il en faut, le vrai engagement, c'est d'aller chercher l'info, c'est de la rendre intelligible pour tout le monde, c'est qu'elle soit diffusée au maximum de gens possible, parce que je rappelle quand même que les émissions d'Hugo Clément, elles ne marchent pas. Donc il vaut mieux un sujet dans le 20h de TF1 sur l'environnement, il sera beaucoup plus efficace pour une prise de conscience que sur le front là, d'Hugo Clément. Et puis, on n'a pas à ramener notre fraise, quoi. Donc, pour revenir à ma carrière, oui, je me suis senti engagé. Oui, il y a des sujets qui me tenaient, mais incroyablement à cœur, parce que quand on passe des semaines ou des mois à travailler sur un sujet, on le vit à la fin. Un des premiers grands reportages que j'ai fait, un des premiers 52 minutes, c'était sur le trafic d'êtres humains à des fins de prostitution forcée dans les pays d'Europe de l'Est. Je ne suis pas revenu intact, hein. Je ne suis pas revenu indemne. Et je l'ai vécu, parce que j'ai vu des situations qui étaient tellement effroyables
en côtoyant des gens au long cours, donc on s'attache, etc. Mais si on ramène sa fraise, on dessert la cause à la fin. Notre job, c'est pas ça. C'est un job plus modeste. Journaliste, ce que souvent les gens ne mesurent pas, et beaucoup de gens qui se lancent dans le journalisme pour de mauvaises raisons, ne mesurent pas que ça doit être un des jobs les plus modestes. C'est un job d'ouvrier, journaliste. Voilà. Je citais cet exemple tout à l'heure, et pardon de vous l'asséner à nouveau, mais un journaliste, c'est quelqu'un qui va couvrir une manif. Et les organisateurs vont dire, je vais changer les chiffres, il y a 1 million de personnes. Les opposants vont dire, il y a 200 000 personnes. Et le journaliste, avec toutes les armes dont il dispose, il doit faire la part. Et s'il y a 1 million de personnes, il ne fait pas le jeu des organisateurs, il fait son boulot. S'il y a 200 000 personnes, il ne fait pas le jeu des détracteurs, il fait son boulot. S'il y en a 500 000, tant mieux. Comme ça, au moins, on est entre les deux et on a une information qui n'est pas tendancieuse, comme le sont celles de l'organisateur ou du détracteur. C'est un job d'ouvrier, de bousier. Et c'est ce qui en fait la beauté. Et je trouve que quand on se gargarise et qu'on veut donner en permanence son avis, on dessert la cause. Toujours. Mais voilà. Oui ? Quand quoi ? Oui. Oh bah, plein de bonnes choses. Hein. Plein de bonnes choses. Le lanceur d'alerte, mais c'est une très bonne question parce que le lanceur d'alerte bénéficie de plus en plus dans certains pays d'un statut particulier, que je trouve moi un statut plutôt intéressant. Alors évidemment, les lanceurs d'alerte créent, et ça n'a échappé à personne, des espèces de torrents émotionnels, de passion, parce que ceux qui souffrent des alertes, on va dire, ou qui pâtissent des alertes, ensuite créent des mouvements de haine terribles. Bon. Et même la justice a un petit peu de mal avec les lanceurs d'alerte. On le voit aux États-Unis ou dans d'autres pays. Mais le lanceur d'alerte est devenu, surtout dans un monde qui est de plus en plus compliqué comme le nôtre, est devenu un premier pas quasi indispensable sur plein de sujets très complexes pour que les journalistes fassent leur travail derrière. C'est-à-dire, il faut à un moment un ou plusieurs lanceurs d'alerte qui va ouvrir une brèche. Enfin, on pourrait penser à Wikileaks, enfin à tout un tas d'affaires qui ont pu émerger grâce à des lanceurs d'alerte, pour qu'ensuite il y ait des conglomérats de presse qui fassent leur boulot. Donc bien sûr, le lanceur d'alerte, formidable. Hein. Enfin, oui, on parlait d'acteur tout à l'heure, c'est un acteur. C'est un acteur. Oui. Alors, tous les métiers du journalisme, évidemment, avec toutes les différentes catégories classiques que vous connaissez tous. La presse écrite, qui aujourd'hui est une presse de plus en plus digitale en ligne, hein, puisque dans les grandes rédactions des journaux, maintenant, les 2 tiers des rédactions sont côté digital et 1 tiers côté print, schématiquement, avec d'ailleurs une dimension vidéo qui est en train de se développer de plus en plus. Moi, je crois que le journaliste de demain devra avoir une forme de spécialisation, on va dire une majeure, mais il devra être capable de faire un podcast, de faire une petite vidéo pour accompagner son article. Le côté multimédia est devenu, à mon avis, assez indispensable. Et ensuite, les radios, bien sûr, les télévisions, ça tombe sous le sens, et puis de plus en plus les pure players. Et de plus en plus, je suis persuadé que les plateformes demain pratiqueront une forme de journalisme aussi. Je suis persuadé que Netflix, qu'Amazon ouvrira des choses qui ont trait au journalisme, d'une façon ou d'une autre. Donc voilà, il y a une grande variété de métiers, et en même temps un constat qui est qu'aujourd'hui, on revient à la discussion sur l'IA, ce qui va vivre, ce sont des grosses marques de presse, en fait. Et ces marques de presse, elles vont sortir de leur zone de confort. C'est-à-dire qu'un journal de presse écrite ne peut pas survivre en tant que simple journal de presse écrite aujourd'hui. Et ça c'est une banalité de le dire,
Mais une télévision, aujourd'hui, ne peut pas survivre en étant qu'une télévision. Elle n'a aucune chance. Donc elle doit varier. Elle doit créer des formats nouveaux. Elle doit faire de l'écrit. Elle doit se réinventer. Elle doit faire des podcasts. Une chaîne de télé doit faire des podcasts, etc., etc. Donc voilà, il y a une forme de multimédia obligatoire qui est en train de se créer, mais qui, je trouve, est extrêmement intéressant. Oui ? Et avoir la carte de presse. Oui, de toute façon, la carte de presse, elle s'obtient en ayant une part majoritaire des revenus liés à une activité journalistique. Donc, on n'est pas du tout obligé de passer par une école de journalisme pour devenir journaliste. Oui, ça arrive. Oui, ça arrive. C'est rare. Mais c'est rare parce qu'il y a un phénomène très classique qui est que les titres de presse font travailler des journalistes alors de temps en temps, quand il y a une proposition formidable qui vient d'un historien ou d'un philosophe sur un sujet qui est son sujet de prédilection, évidemment, ça peut être diffusé. L'expérience montre que c'est relativement rare. Mais oui, bien sûr. Bien sûr. Pas toutes les... Ou ça peut être une matière pour en faire un article ensuite. C'est plus souvent d'ailleurs peut-être dans ce sens-là que ça se passe. Eh ben oui. Moi, c'était pas une question par rapport au fait qu'il y a 14 écoles de journalisme qui sont reconnues par le CPNEJ, s'il me semble bien, et l'ESG Paris n'en fait pas partie. Est-ce que ça fait partie de vos projets pour le futur ou pas du tout ? Alors, il y en a même 15 depuis une période très récente qui sont reconnues, puisque une école dont j'avais jamais entendu parler, qui est l'école de Cergy, vient de rentrer dans cette liste des écoles reconnues. C'est évidemment, comme tu te doutes, une grande question qu'on s'est posée. Alors, en riant, on dit qu'on est déjà reconnu par la moitié de la profession, donc voilà. Je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est un très long processus pour être reconnu. Le processus s'enclenche 2 ans après la sortie de notre première promo. C'est-à-dire que première promo à nous. Donc ça veut dire que, admettons que notre première promo sorte dans 1 an et demi. Le processus se déclenche à ce moment-là. Il faut un tampon de 2 ans. Et ensuite, ils commencent à étudier le dossier. Donc, ils ne peuvent pas commencer à étudier le dossier de reconnaissance avant 3 ans et demi. C'est l'infini. Ensuite, si tu connais le nom de la commission que tu viens de citer, tu en as analysé la composition. Il n'est pas complètement certain que la commission soit très favorable à l'actionnariat de l'école. Donc voilà. Donc je crois, je suis pas sûr, je suis même pas sûr qu'on va essayer. J'en sais rien. Je suis sûr d'une chose, c'est que l'ESJ va très fortement remonter très rapidement dans les classements. Pour une raison, il n'y a aucune arrogance dans ce que je dis, mais pour une raison qui est évidente, c'est que les classements sont fondés beaucoup sur les débouchés, la professionnalisation, la qualité des profs, la qualité de l'infrastructure, etc. Et que là-dessus, on va faire un bond très, très rapidement. Donc, je ne sais pas quand est le prochain classement Figaro, par exemple, Figaro étudiant des écoles de journalisme, mais on devrait rapidement avoir une très forte progression. Après, la reconnaissance par la profession, je crois pas. Enfin, je crois pas. Peut-être qu'on me dira, mais si, évidemment, il faut se lancer dedans, mais je suis pas sûr. Une dernière question ? Ou deux ? Ou pas ? Vous êtes fatigué ? Oui.
Tu es à quel niveau, là? Tu es en L1. Il y aura automatiquement pas un favoritisme, mais on sélectionnera les meilleurs éléments en Bachelor 3 chez nous pour rentrer dans le Master, ce qui est assez logique. Mais ça laissera beaucoup d'autres places. C'est-à-dire que je pense que, pour donner un ordre d'idée, on aura 40 étudiants par niveau de Master. On sélectionnera entre 5 et 10, les 5 à 10 meilleurs étudiants de notre Bachelor 3. Ce qui laissera 30 ou 35 places pour les candidats venus de l'extérieur. Mais, et on l'annoncera sans doute dans les jours qui viennent, on va signer un partenariat entre l'ICES et l'ESJ, dont on est en train de discuter les termes, mais qui vont donner une forme de capillarité entre nos deux écoles. Ce qui veut dire, sans dévoiler de secret, qu'il y aura des formations croisées, il y aura peut-être des formations que des intervenants de l'ESJ viendront donner ici, il y aura des possibilités d'aller passer du temps à Paris, de revenir finir un L3 ici, par exemple, et aussi de réserver un accueil privilégié à certains étudiants de l'ICES. C'est notre intérêt à tous. C'est-à-dire que nous, on compte, ça permet aussi d'être sûr d'avoir d'excellents éléments avec la complicité de l'ICES. Et puis voilà, j'espère que l'ICES sera sûr d'avoir une formation de qualité de l'autre côté. Voilà. Donc tu as toutes tes chances pour le dire autrement. Oui. Il n'est pas indiqué parce que je pense qu'il va y avoir différents rythmes, mais le rythme le plus général, parce que je fais un boulot, moi, de questionnement auprès des rédactions, parce que c'est quand même les principaux clients au moment de l'alternance, et je leur demande les unes après les autres, qu'est-ce qui vous arrange, vous, en termes d'alternance. Au CFJ, par exemple, c'est un truc un peu bizarroïde, je trouve, où vous êtes pendant 2 mois dans l'entreprise, puis vous revenez 1 mois et demi au CFJ, puis vous êtes à nouveau 2 mois, etc. Bon. Ce qui se fait à l'ESJ depuis très longtemps, c'est 4 jours dans la rédaction, 1 jour à l'ESJ. Je pense, et ça c'est bien, je pense que ça va être notre modèle de base, ça, parce qu'il est bien. C'est-à-dire chaque semaine, il est bien pour les rédacs aussi. Chaque semaine, vous êtes sur place. Chaque semaine, vous avez quelque chose d'important à l'école. Et puis, périodiquement, il y a une semaine ou plusieurs semaines qui sont balisées pour que les étudiants et les apprentis se retrouvent. Moi, j'ai des idées d'organiser des semaines communes sur des thématiques très, très précises, de faire une semaine judiciaire, par exemple, où tout le monde partira au tribunal de Paris pour couvrir une semaine sport. J'ai horreur du journalisme sportif, pardon, c'est un de mes défauts, mais le fait, à un moment, de se retrouver à couvrir un truc particulier, je trouve ça génial. Une semaine politique. Le jour où il y a des élections, évidemment, on mobilise tout le monde. Donc voilà. Donc je pense que le rythme essentiel va être ça. Je dis essentiel parce que ensuite, quand on va faire des formations sur mesure, on sera peut-être obligé d'avoir d'autres rythmes, plus proches de ceux du CFJ, par exemple. Oui. Ouais. Ah bah oui. Alors, bien sûr. Bon, d'abord, il y a, et ça c'est une longue tradition à l'ESJ, il y a une radio à l'ESJ qui s'appelle Fréquence ESJ, où ils font un boulot de qualité. On va les booster. Hein. On leur dit, allez-y, demandez-nous tout ce que vous voulez, parce que c'est super. On va mettre en place aussi l'idée de publier sur notre page actu du site qu'on a complètement
refait les meilleures productions des étudiants chaque semaine. Un peu subjectif, je te l'accorde, mais voilà, de mettre en valeur ce que les étudiants auront fait. Et puis après, on fera les trucs classiques. Dans n'importe quelle école, quand tu fais un journal école, à la fin, le journal est publié, et puis tout le monde l'a, ou un JT école, comme on a pu en faire des dizaines. Voilà, tout le monde repart avec, quoi. Mais qui ira à destination du public, enfin du monde extérieur, on tâchera de sélectionner chaque semaine des belles productions des étudiants, ouais, bien sûr. Oui. Ah non. Alors évidemment, on ne va pas former que des reporters de guerre. Loin s'en faut, et tant mieux. Non, préparer au terrain, c'est juste effectivement rappeler l'évidence qui est que ça se passe au coin de la rue ou que ça se passe au bout du monde, il faut sortir. Et aujourd'hui, en plus, on a cette fâcheuse tendance à se dire qu'on n'a plus besoin de sortir parce qu'on a des images qui qui nous arrivent de partout, qui nous bombardent en permanence. Donc, mais redire à des étudiants ou des étudiants, des journalistes qu'il faut sortir, qu'il faut aller au contact de ce qui se passe, c'est ça la base. Après, le journalisme de guerre, c'est autre chose. C'est un cheminement qu'on fait pour rentrer dans Moi, j'ai eu la chance de le faire très jeune, mais j'ai été encadré par des anciens qui m'ont expliqué toutes les bonnes pratiques en arrivant sur mes premiers terrains de conflit, qui m'ont expliqué comment on mettait un gilet pare-balles, qui m'ont expliqué comment on ne devait pas s'asseoir quand on rentrait dans un endroit X ou Y. Enfin, c'est ensuite une sorte d'initiation qui est essentiellement faite par les gens de terrain. Mais je rappelle simplement la nécessité, plus qu'une nécessité, le devoir, ça devrait être un devoir, le devoir d'aller sur le terrain, de se frotter au réel, et donc de se sortir de ces miroirs aux alouettes qui parfois nous renvoient des images complètement déformées. C'est sur le terrain qu'on apprend. Il y a deux choses qu'on mettra en valeur qui sont aujourd'hui aux antipodes justement du narcissisme digital, c'est le terrain et les faits. Le terrain, les faits. D'ailleurs, les deux sont liés. Voilà. Et si on peut participer à retrouver un peu cette culture qui fera la survie et même, j'espère, la prospérité du journalisme de demain, on aura apporté une petite pierre. Le terrain, les faits. L'esprit critique, la distance, la culture, ça on en a beaucoup parlé, mais c'est les deux, enfin c'est deux des piliers de ce beau métier. Et puis c'est chouette de sortir, hein, d'aller sur le terrain. Enfin, je répondais à la même question sur mes années de reporter. C'est formidable de ne pas savoir où on va dormir le soir et voilà, d'être catapulté en fonction de choses souvent importantes qui se passent, parfois dérisoires, hein, mais souvent importantes. Il y a quelque chose d'un petit peu grisant quand même. Allez, une dernière, parce que je... Très bonne question. Je suis pas normand, hein, mais c'est presque les deux à chaque fois. C'est-à-dire qu'un journaliste reste quand même assez seul, même quand il est dans un groupe. Et il est souvent dans un groupe parce que le groupe permet de travailler mieux. Donc, enfin, voilà. Mais à la fin, il est souvent seul. Alors après, dans le journalisme de télévision, moi, quand j'ai débuté, on partait en équipe de 4. Alors, ça semble la préhistoire. Et les équipes de 4 se plaignaient
parce que quelques années avant, elles étaient 5. Donc il y avait un chauffeur, il y avait un preneur de son, il y avait un éclairagiste, il y avait le caméraman et il y avait le journaliste. Bon. Quand je suis arrivé, on n'était plus que 4, ce qui semblait un scandale absolu. Quelques années plus tard, 3. Quelques années plus tard encore, et c'est plus récent, 2. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'équipes de télévision qui sont constituées d'une seule personne, qui fait tout, y compris se filmer pour des duplex. Donc en télé, il y avait encore cette notion d'équipe qui existe de moins en moins. Je crois malgré tout maintenant que c'est devenu un exercice solitaire parce que le résultat, la restitution, elle est celle d'un journaliste et il est important que le journaliste signe. L'anonymat est quelque chose de tragique et c'est une plaie absolue des réseaux sociaux, l'anonymat. Bon, le journaliste signe, il assume sa production. Donc, il est seul à la fin. C'est extrêmement agréable pour ceux qui seront parmi vous journalistes. C'est extrêmement agréable de travailler en équipe aussi parce que ça permet d'avancer plus vite. Et il y a beaucoup de journalistes qui travaillent en équipe. Et vous n'imaginez pas même sur certains terrains à quel point les journalistes de médias qui sont férocement concurrents s'entraident. Et alors, on se garde bien de le dire. Hein. Mais moi, mes meilleurs amis en tournage, c'était toujours France 3 ou France 2 hein, qui nous donnaient un coup de main. Et on ne le disait pas. Voilà. Donc c'est les deux, mon capitaine. On dirait qu'on aurait fini ou voilà. Oui. Oui. Mais même, on peut même laisser la petite feuille là. Si vous voulez me laisser vos coordonnées, c'est pas du tout pour vous assaillir de publicité derrière, mais votre nom, prénom, votre mail, on enverra des choses plus fines que ce qu'il y a sur le site. On avertira de certains événements. Voilà. Et puis c'est aussi une façon de communiquer avec ceux qui peuvent être intéressés derrière. Donc peut-être qu'on peut mettre une feuille là à la sortie et puis vous écrivez juste ça pour ceux qui le souhaitent. Hein, bien sûr, il n'y a aucun caractère obligatoire. Merci à toutes et à tous et passez une bonne soirée.